Ce soir, nous allons parler de Louis Nucera. Louis Nucera, un écrivain niçois. Vous allez me dire, pourquoi Louis Nucera? Parce que tant les écrivains niçois, ça manque pas. Ben oui, hein, Apollinaire, Le Clésio, Romain Gary, Max Gallo. Oui, mais il y a plus, ils ont vécu à Nice, hein, certains y sont même nés. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, Louis Nucera? Ben, ce qu'il a de spécial, c'est qu'il a... Non seulement il est né, il a vécu, etc., il a étudié, il s'est marié à Nice. D'ailleurs, ça me permet de saluer Madame Suzanne Nucera, qui a bien voulu nous faire l'honneur et la joie de venir. Accompagné par sa sœur Nicole. Et tant que je suis là, je vous présente aussi les excuses de M. Gagliolo, l'adjoint à l'éducation et au livre de la ville de Nice, qui était enchanté de pouvoir venir et de représenter à cette occasion M. le maire, mais qui m'a fait savoir hier soir qu'il était pris, il avait un problème d'agenda et il ne pouvait pas venir. Donc on lui enverra la vidéo. Bon, revenons-en à Nucera. Qu'est-ce qu'il a de plus? Ce qu'il a de plus, c'est bon, il est né, il est vécu, marié, etc. Il a joué dans les rues de Nice, joué au pub probablement, ce qu'Apollinaire n'a jamais fait. Quant à Gallo et les autres, j'étais doute. Hein, Gallo avec ses longues jambes, non. Et puis bon, le Clésio, il est trop sérieux. Romain Gary, mais bon. Voilà. À part ça, donc, Nucera, au-delà d'avoir arpenté les rues de Nice, il a parlé aussi du petit peuple niçois, de ses immigrés piémontais, et avec d'autres qui ont construit littéralement Nice. Hein. Il a parlé aussi de la famille, il a parlé des quartiers, etc. Mais pas que ça. Hein, l'œuvre de Nucera, c'est pas seulement l'évocation des raviolis de la grand-mère et autre chose, c'est bien plus que ça. Et ça, c'est Fabienne qui va nous en parler. Fabienne Langouro, je vous la présente. Hein, elle est... Elle n'a qu'une seule tête, mais beaucoup de casquettes, parce qu'elle d'abord elle est professeure agrégée de lettres, elle travaille au lycée Calmette à Nice, hein, on reste dans la région. Elle est aussi docteur, et sa thèse, elle l'a faite sur justement Louis Nucera. Et pour terminer, elle est secrétaire académique du SNES, le syndicat national des enseignements du second degré. Ça y fait tellement de boulot que ça m'en donne le vertige. Du coup, ça me couvre le sifflet et je lui laisse la parole. Merci Alain, et surtout merci aux Amis de la Liberté de m'avoir invité pour célébrer le 25e anniversaire de la disparition tragique de Louis. Alors, Louis Nucera, est-ce qu'il faut le présenter? Il est né le 19 juillet 1928, il est né à Nice, 9 avenue des Diables Bleus, en plein cœur du quartier Saint-Roch, où il a vécu jusqu'à ses 36 ans. Curieux nom, Nucera, dont l'étymologie italienne, non sera, signifie celui qui n'était pas là. Il disparaît tragiquement, renversé par un chauffard, alors qu'il est en vélo, le 9 août 2000, à Carrosse. C'est un fils d'immigrés italiens qui ont fui l'Italie fasciste, et il devient pupille de la nation à 5 ans, car la Grande Guerre lui a volé son père, revenu malade des poumons, sans doute tuberculeux. L'enfance ne fut pas rose pour le jeune Nucera. La peur des fins de mois difficiles, le noir de la robe de sa mère devenue veuve trop tôt, et dès le plus jeune âge, l'autodidacte, qui allait devenir journaliste, écrivain, ne cesse de remplir des pages de cahiers d'histoire. Bientôt grand lecteur de Céline, de Kessel, de Sioran et tant d'autres, sa passion de la lecture renforce son amour de l'écriture. Et il ne cesse plus jamais d'écrire. Mais il va attendre très longtemps avant d'être enfin publié, avant d'oser même envoyer ses manuscrits. Il nous laisse une œuvre multiforme, très vaste, articles, critiques, chroniques, essais, documents, contes, 9 romans. Sa carrière littéraire, comme je vous l'ai dit, commence tardivement, puisqu'il ne publie son premier roman qu'en 1970. Il a alors 42 ans. Il dit « J'ai écrit 7 livres avant d'oser en montrer un, L'Obstiné ». Alors s'il publie L'Obstiné,
c'est parce que son ami fidèle, son très cher ami, Joseph Kessel, Jeff, l'invite à le faire. Alors il est tout d'abord vexé, parce que Joseph Kessel lui demande de couper, lui conseille de couper les 3/4 de son manuscrit. Donc Louis Nucera est très vexé, mais bon, il se remet au travail, suit les conseils du maître et a l'immense bonheur de se voir enfin publié chez Julliard, avec une préface évidemment de Joseph Kessel. Ce livre est un cri de foi envers la vie, bien qu'elle soit condamnée dès son premier instant, envers l'homme, en dépit de ses abjections, ses folies, ses idioties et ses crimes, envers l'acte d'écrire malgré tout, contre tout. Enfin, passionné de lecture, auteur de critiques pour le magazine littéraire, il devient directeur littéraire chez Lattès de 1973 à 1986. Et il se retrouve alors au cœur même des recherches et des controverses littéraires de l'époque. Alors, cet exposé aujourd'hui va se cantonner essentiellement à 3 romans, Avenue des Diables Bleus, Chemin de la Lanterne et Le Kiosque à musique, parce qu'il m'a semblé pertinent de les réunir dans un même exposé, parce ces trois œuvres sont animées d'un même souffle. C'est une humble trilogie populaire du temps passé, une trilogie d'un âge d'or perdu. Louis Nucera lui-même avait pour habitude de les réunir en un même projet, une même œuvre qu'il intitulait la série niçoise, puisque, disait-il, ce sont des livres puisés dans ce qui m'est proche. Alors, nous allons essentiellement essayer, ce soir, de voir comment Louis Nucera est parvenu à renouveler l'écriture de l'histoire, avec un grand H, dans ses romans. N'oublions pas, comme nous l'avons dit, que l'écrivain a 20 ans en 1948, dans cette période d'après-guerre, où les hommes ont encore le sentiment qu'ils peuvent faire ou défaire l'histoire. En revanche, le Nucera des années 80 en tirera un triste bilan, et nous y reviendrons également. L'histoire dans les romans de Louis Nucera est toujours incarnée directement dans un personnage, à travers un personnage qui l'amène le fait historique. Dans Avenue des Diables Bleus, il s'agit essentiellement de Maria, qui est en fait la grand-mère de Mireille, qui est en fait Suzanne. Dans Le Chemin de la Lanterne, il s'agit d'Antoine, celui que Louis Nucera appelle l'oncle Antoine, qui est en fait un ami proche de la famille. Et dans Le Kiosque à musique, il s'agit évidemment de l'histoire d'amour avec Suzanne, et il s'agit, pour le côté historique, d'Aldo, qui est en fait le père de Suzanne. Pour commencer, on verra un petit peu l'influence de la ville sur l'œuvre et sur le côté historique de son œuvre. Ces 3 romans se situent à Nice. Louis Nucera dit « Il me fallait aussi, pour satisfaire mon projet, montrer la ville où je suis né et les petites gens qui la peuplent. C'est un travail de mosaïque ou de puzzle, comme on dit promenade des Anglais, qui s'offrait à moi. Nous visitons à travers ces œuvres des quartiers entiers de la ville, à travers des noms de rues, des noms de commerces, anciens, nouveaux, à travers des habitants. De véritables itinéraires initiatiques nous sont proposés dans cette ville que Louis Nucera affectionnait tant. Dans un manuscrit préparant une interview, il écrit « Il est des lieux où les faits qui officient depuis le commencement des temps se refusent à la retraite. Elles fabriquent du merveilleux et poussent l'ineffable jusqu'à l'archétype. » La visite niçoise dans laquelle Louis Nucera nous entraîne se décline toujours en spirale. Nous partons toujours du cœur, qui est le quartier natal de Saint-Roch, la maison natale même, et nous nous éloignons, mais jamais trop, et pour toujours y revenir. Toute nouvelle découverte comporte un lien avec le quartier natal, comme un fil d'Ariane en fait. Et l'important est pour Louis Nucera
de redonner vie à un certain âge d'or. Alors, pourquoi me direz-vous âge d'or? Parce que cette époque semblait pouvoir s'apparenter à une certaine idée du bonheur. Et on y reviendra. Lors d'un entretien, l'influence d'une ville sur celui qui écrit, interviewé par Gérard Camille, Louis Nucera répondit « Si le jeu est presque toujours présent, il s'éclipse, au vrai, comme je l'ai dit, devant les morts et les vivants qui les peuplent. L'illustration du jeu est un autre, en quelque sorte. Ce sont ces autres auxquels je m'attache, dont je tente de saisir les habitudes, les poses, les mots, les féeries, les plaintes, les silences, les infirmités morales, les veuleries. D'aucuns peuvent croire qu'ils sont sans histoire, comme on dit, mais habitants de Saint-Roch ou de Riquier, de Carras ou du Port, de Garibaldi ou de la place du Pin, du Vieux-Nice ou de Saint-Maurice, bref, de tous les coins de Nice et du comté, ils demeurent les héros de mon existence, alors que je n'en suis que le greffier. Ensuite, dans ces 3 romans, comme un leitmotiv, l'histoire est partout. La Première Guerre mondiale irrigue l'essentiel du chemin de la lanterne. Le kiosque à musique se consacre essentiellement à la Seconde Guerre mondiale, commencée de fait avec la guerre d'Espagne et qui va évidemment se poursuivre jusqu'à l'expérience du Goulag. Avenue des Diables Bleus va principalement retracer l'histoire de Nice, et ce ne sera pas une mince affaire, puisque Louis Nucera va remonter jusqu'à l'an 250 avant Jésus-Christ, avec la victoire navale des Phocéens sur les Étrusques et la création de Nicaïa, le port, là où Nice prit son nom, celui de Nicaïa, autrement dit, victoire. Dans Avenue des Diables Bleus, le narrateur, donc, ne balaye pas moins de 23 siècles, en 200 pages. Le narrateur s'arrête longuement sur le siège de Nice, et principalement sur une figure emblématique que vous connaissez tous, évidemment, Catherine Ségura. Alors, même s'il s'agit d'un fait plus légendaire qu'historique, il va s'y arrêter longuement. Alors surgit une lavandière, Catherine Ségurane. Elle était grande, forte, portait une longue chevelure d'un noir corbeau. Ses yeux étaient immenses. Certains la trouvaient belle, d'autres laide, car ils considéraient ses traits trop virils, sa robustesse trop marquée. Ils la surnommaient la Mofaccia, la mal faite. Le tact appartient à toutes les époques. Le deuxième roman de la trilogie, Le chemin de la lanterne, va lui s'organiser essentiellement autour de la Grande Guerre, la première du siècle, comme il dit. Cette guerre va être envisagée selon différents points de vue, et c'est cela qui est particulièrement intéressant. Le point de vue du front, évidemment, mais également le point de vue de l'arrière, des civils qui attendent les soldats, le point de vue des blessés, le point de vue des familles en deuil également. Le dernier volume de notre trilogie, Le kiosque à musique, va quant à lui poursuivre cette ode historique et va s'attacher plus particulièrement à la Seconde Guerre mondiale. Comme pour les 2 autres romans, cependant, de façon peut-être un petit peu moins nette, c'est à travers l'un des personnages que l'histoire va s'incarner. Aldo, le père de Mireille, c'est-à-dire Suzanne, revenu à jamais meurtri de l'univers concentrationnaire. Il fut jeté dans un camp, en Allemagne, celui de Dora, là où des légions de spectres rayés fabriquaient des armes secrètes, dans la nuit des corridors et des tunnels, le vacarme des marteaux-piqueurs, les râles des agonisants, les hurlements des bourreaux. Il y demeura 8 mois. Le récit réel que fit le père réel de Suzanne, c'est-à-dire de son expérience du camp de concentration de Dora, où les savants nazis préparaient la conquête de l'espace, contribua à un livre, témoignage,
coécrit par Jean-Michel, ancien déporté lui-même. Dora, qui est ici. Mais nous serions incomplets si nous limitions le kiosque à musique à l'évocation de la Seconde Guerre mondiale. Ce roman forme un tout, avec un autre pan de l'histoire, lui aussi dramatique, et qui marqua durablement le XXe siècle, la tragédie du rêve communiste. Et lorsqu'Aldo, le père de Suzanne, est libéré de Dora, comme beaucoup, il se porte spontanément au devant des troupes soviétiques pour leur demander de l'aide, mais l'accueil, évidemment, ne sera pas celui attendu, puisqu'il se retrouve au goulag, accusé de traîtrise. Sur le chemin de la liberté, la petite escouade rencontra des soviétiques. Nous ne pouvions mieux tomber, se félicitait Aldo. Ils furent conduits à l'arrière, sans ménagement. Aldo y demeura jusqu'en 1947. Les Russes hésitèrent plus de 2 années avant de le considérer français. Italien, ressassait-il, espion, prisonnier. Voici simplement énoncé les grandes périodes historiques que parcourent les 3 romans. Évidemment, ce n'est pas un relevé exhaustif, il y a bien d'autres éléments. L'histoire nucérienne n'est jamais linéaire. Les faits historiques se mêlent et s'entremêlent, et le narrateur les esquisse, les abandonne pour mieux y revenir. Alors, voyons maintenant un petit peu qui est le héros historique de ces romans. Eh bien, le héros historique de ces romans, c'est le peuple. Celui-ci est à la fois victime et héros. Le fait historique est la plupart du temps envisagé à travers un homme, une femme, toujours humble. C'est très souvent à travers une mise en abîme que nous est présenté le fait historique. Je reviens à ma Catherine Ségurane. Le narrateur se promène dans les rues de Nice et le hasard l'amène rue Ségurane. Je quitte la place Garibaldi et j'emprunte la rue Ségurane. Le récit se libère ensuite pour laisser parler l'histoire. Et le lecteur pénètre alors au cœur de la bataille. Il entend les combats, il voit les assaillants. C'est le 5 août 1543 que le gardien de la mer depuis la tour Bélanda sonna l'alarme. Les assaillants, commandés par le duc d'Enghien, progressaient. Les bombardements étaient continuels. Le narrateur garde alors le plus pittoresque pour la fin, laissant planer un suspense proprement intolérable. Tout sembla perdu. Quand enfin, le soulagement arrive. Alors surgit une lavandière, Catherine Ségurane. Alors, on le voit, le portrait de l'héroïne, de même que l'action qu'elle va mener, sont dignes d'un roman de cap et d'épée. Mais plus rien à voir avec le récit brut et froid des livres d'histoire. Catherine Ségurane prend vie, s'émancipe, bouge sous nos yeux, et le romancier lui offre un physique, lui concède la parole, lui la fait vivre même sous son surnom, la Mofaccia, et il en donne même l'anecdote grivoise de ses fesses montrées à l'ennemi. Mais au-delà de ce morceau de bravoure, plus loin peut-être, Louis Nucera nous livre une histoire au sens politique fort. Le siège de Nice n'a d'intérêt, des siècles plus tard, aujourd'hui, que pour mettre en relief la simple lavandière, pour vanter son courage, sa hardiesse. Même si Louis Nucera et son humour le montrent, il ne se fait pas trop d'illusions sur l'historicité de sa Catherine, comme il dit. Qu'importe, pour l'écrivain, ce qui compte, c'est d'en tirer une morale populaire et collective. L'écrivain se place bien au-delà des controverses politiques. Pour certains niçois, vous le savez, elle symbolisait la figure emblématique de l'attachement de Nice à la Savoie et le refus de la voir rattachée à la France. Ce n'est pas cet aspect politique qu'a retenu Nucera, mais son appartenance au petit peuple, à la symbolique populaire qu'elle incarne. Les hommes se battaient,
les nobles commandaient, payaient éventuellement de leur personne, mais au final, c'est la lavandière qui montra le chemin et fit preuve de courage et qui permit la victoire finale. C'est une leçon de morale que nous livre donc le narrateur. Il faut suivre l'exemple de Catherine Ségurane, qui n'accepte ni la fatalité, ni la leçon des plus forts, mais qui se donne la force de combattre pour l'indépendance de sa ville et de ses habitants. Alors, particulièrement dans Avenue des Diables Bleus, c'est également et surtout une histoire de l'immigration italienne qui nous est rapportée à travers la destinée de deux familles, celle du narrateur et celle de Maria, la grand-mère de Suzanne. Si le récit qui nous est livré de ces deux parcours d'immigration est le point de vue d'une intégration qu'on pourrait dire réussie, il est utile quand même de rappeler qu'à l'époque, il n'en fut pas toujours ainsi, et on a tendance parfois à l'oublier. L'accueil réservé aux Italiens, surnommé, et c'est dit dans plusieurs romans, Mussolini Macaroni, ne fut pas aussi positive qu'on veut bien le dire aujourd'hui. Avenue des Diables Bleus. Ce Calabrais n'avait pas appris à vivre. Ces gens-là ne sont pas civilisés. La sauvagerie trottera toujours dans leur tête. Les vrais Niçois et Carassins en étaient convaincus. Louis Nucera nous révèle ce qu'ont été les vexations, les complexes d'un peuple déraciné qui très vite s'efforça de renoncer, autant que faire se peut, même à leur langue, pour s'intégrer et se fondre dans la société. Sur Nice, cette immigration répondait aux besoins de développement touristique du littoral et de main-d'œuvre. Et dans les premières années, l'immigration se faisait essentiellement pour des raisons économiques. Les Italiens qui arrivent en France et à Nice fuient la misère et la famine. Ils sont pour la plupart issus du milieu agricole. C'est le cas pour la famille du père de Suzanne. Aldo était son prénom. Né en Ligurie, il était venu à Nice, adolescent encore, en quête d'un emploi sérieux. Fils d'une ouvrière agricole, il s'était vite aperçu que la terre ne nourrit pas obligatoirement ceux qui la cultivent. Elle ne les habille pas non plus. En Italie, on était tellement pauvres chez nous que c'est avec des sacs qu'on habillait les enfants. Par la suite, l'immigration sera de double nature, à la fois économique et politique, avec la prise de pouvoir de Mussolini. Les Italiens alors acceptent bas salaire, exploitation pour être sûrs tout d'abord de pouvoir survivre et ensuite dans l'espoir de pouvoir plus facilement s'intégrer. Si les immigrés italiens se sont concentrés dans une zone bien spécifique de la ville, à savoir le Vieux-Nice, c'est bien entendu parce que financièrement, ils n'avaient pas le choix. Dans Avenue des Diables Bleus, comment vivait-on dans ces maisons formant des cours intérieures et dont les paliers sont à ciel ouvert? On savait tout sur les voisins. Il y avait les bruits, les cris, les malédictions, les bagarres, les amours et les décès, les pleurs des gosses et des femmes battues. Mais cette promiscuité tient aussi au désir d'affronter soudé les difficultés et de recréer une sorte de petite Italie peuplée d'hommes et de femmes fiers de leur origine, parlant encore entre eux leur langue et ne souffrant pas de la différence. Au milieu de ces gens qui tantôt s'en voulaient de respirer le même air et d'autres fois se sentaient unis parce qu'ils venaient du même pays et qu'au fond, ils avaient des soucis communs. Tous les spécialistes de l'immigration italienne notent à quel point il était difficile d'être italien en 1940 lorsque Mussolini a déclaré la guerre à la France, alors que celle-ci était déjà vaincue par les Allemands, par Hitler. Les Italiens de France furent considérés comme des traîtres. Pendant l'occupation italienne de Nice, ayant pourtant fui l'Italie pour échapper
à la répression mussolinienne, ils étaient considérés comme des ennemis côté français et évidemment comme des traîtres côté fasciste. Et à la Libération, certains d'entre eux furent poursuivis, à tort ou à raison, pour collaboration avec les fascistes, car tout Italien était considéré comme un fasciste en puissance en ces moments troublés. Et il en est ainsi d'Anselmo, le mari de la grand-mère dans Avenue des Diables Bleus, tout d'abord coupable d'avoir reçu chez lui un soldat italien d'une lointaine parenté, et parce qu'il avait mal choisi sa moustache. Une semaine plus tard, en fin d'après-midi, on sonna à la porte du domicile des Morolo. Maria ouvrit. Un homme en uniforme approximatif, cautionné par un brassard, l'écarta du bras, se rua vers la cuisine et hurla. « Il a le culot d'avoir une moustache à la Hitler !» Maria s'interposa. On l'avertit que si elle tenait à sa chevelure, il valait mieux qu'elle se taise. Louis Nucera écrira, pas seulement cette anecdote, mais écrira la psychose de ce grand-père, victime innocente de ce drame de l'histoire. L'hébétude se répandit. Oh, elle ne l'annihila pas aussitôt, elle se fit insidieuse, maligne, s'immisçant davantage chaque jour pour parvenir à ses fins peu d'années plus tard. Anselmo n'était plus la vie et pas encore la mort. Anselmo prostré sur sa chaise, ratatiné. Anselmo clos au langage. Il est des enfers qui ne se racontent pas. L'ami d'enfance de Louis Nucera, Franck, évoque également la difficulté d'être italien en ces années dans une lettre envoyée à Louis Nucera et que Louis intégrera dans un livre L'ami dédié à Franck. Je repense souvent aux gosses italiens, fils d'exilés politiques qui vivaient à Nice à la veille de la guerre de 39-45. Comme leurs parents, ils étaient dos au mur. Sale rital, macaroni, retourne dans ton pays, étaient les arguments les plus employés. Devant leur profondeur, le métèque ne pouvait riposter que par des coups de poing. On sauve la face en se la cassant. Ces années niçoises sont aussi celles de la naissance d'une sorte de plurilinguisme, d'une synthèse artisanale qui permet à toute une population d'échanger et de s'unir. Et je ne peux résister à vous livrer l'anecdote racontée dans Avenue des Diables Bleus concernant la grand-mère. Elle avait appris le français à l'oreille, dans un quartier de Nice, où les Italiens, dans son cas, étaient nombreux. C'était à qui l'estropier le plus. On y parlait aussi couramment le niçois, comme toujours à l'époque, dans les zones populaires. Niçois alors proscrit par les gens chics, qu'il estimait vulgaires, et par ceux dont l'ambition était de singer les riches. De ce mélange de français, d'italiens, de nissards, devaient naître des générations d'hommes et de femmes s'exprimant en un langage inintelligible au-delà d'un bref périmètre. Quand des années plus tard, elle se rendit en Italie pour revoir son frère, ils ne se comprirent pas. Elle revint à Nice, affirmant qu'à San Pietro a Monte, le village natal, les gens avaient cessé de parler italien. Pourquoi alors Louis Nucera est-il devenu écrivain? Sans doute aussi parce qu'il portait en lui le souvenir de l'analphabétisme de ses ancêtres. Il va être celui qui met un terme, un point final à l'intégration de toute une famille. Issu de ceux qui ne parlaient même pas la langue française, il va devenir celui qui la maîtrise au plus haut point, puisqu'il en est devenu l'un des maîtres d'œuvre. Et pied de nez ultime, c'est grâce, entre autres, à l'histoire de cette communauté ouvrière, misérable, analphabète, qu'il va faire œuvre littéraire. Alors, nous l'avons dit déjà, l'œuvre de Louis Nucera s'inscrit au cœur de plusieurs bouleversements, basculements, mutations. Louis Nucera est né en 1928
dès 1931, la France connaît à son tour une profonde crise économique et sociale. Le monde agricole s'écroule, les revenus des paysans baissent de 50%, la production industrielle recule, le monde financier se fissure, c'est bien la fin d'un monde avec l'arrivée du chômage qui passe de 2% à 15% entre 1931 et 1932. L'enfant, Nusserat, qui va être élevé par sa mère, grandit dans cette atmosphère morose, des fins de mois difficiles, où le superflu n'a pas sa place, et où l'essentiel est d'abord de parvenir à manger. Donc lorsque l'enfant un jour fait un caprice, la mère lui dit, rapporté dans le kiosque à musique, « J'espère que tu ne sauras jamais combien c'est terrible de passer devant un magasin et de ne pouvoir y entrer pour acheter le nécessaire à son enfant, » m'expliqua ma mère de retour chez nous. Si la France n'a pas trop souffert dans un premier temps de la crise américaine de 29, c'est la crise anglo-saxonne qui va lui porter le coup final avec la dévaluation de la livre. Il faudra attendre la grande grève de 1936 pour envisager de nouveau la vie de façon optimiste. Léon Blum, le Front populaire, remporte les élections. La classe ouvrière se bâtit sa propre culture. Elle accède aux institutions. Les salaires sont débloqués. On accorde aux ouvriers des droits syndicaux et les congés payés. La consommation va donc reprendre, hélas, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, il est donc facile de comprendre l'engouement du jeune Louis Nusserat pour le communisme et l'adhésion idéologique qui ne le quittera qu'à la découverte des mensonges de l'URSS. La conscience politico-sociale de Nusserat va véritablement s'épanouir dans le contexte contrasté d'après-guerre, celui d'une France qui, après avoir vécu quelques années d'insouciance, va vite retomber dans une autre forme de dépression, celle-là politique, des années 50 et de la guerre froide. Si historiens et économistes s'entendent pour nommer les années qui s'ouvrent, de 45 à 75, les 30 glorieuses, cette période constitue une phase de profonde mutation, plus contradictoire qu'il n'y paraît, et Louis Nusserat nous le livre dans ses romans. Je ne retrouve pas l'odeur d'autrefois. Est-ce dû à la peinture relativement fraîche, au vernis des portes, à la propreté de l'ensemble? Sans doute. Mais aussi à la suppression des locomotives à charbon. Ce charbon et cette fumée qui pénétraient partout. La croissance est relancée, mais elle s'accompagne néanmoins d'une évolution de la conception de la vie. C'en est fini du quartier-village protecteur, rassurant. La ville s'ouvre, l'immobilier se développe. Des quartiers se sont mis à changer plus vite que les gens, dit-il. Ce coin de Carras est épargné par les décrets des démolisseurs. La roture tient bon. À moins que le bâtisseur de papier mâché soit en embuscade, à la solidarité, si vous voulez, familiale, identitaire, communautaire, cet esprit, va répondre l'affairisme, l'évolution des transports, qui va modifier profondément le rapport à l'espace et qui va déstabiliser le petit peuple niçois. Avant que les taxis les chassent, il y avait des fiacres et des coupés, partout. L'hippodrome de la rive gauche du Var, détrôné par l'aviation. L'odeur du kérosène a remplacé celle du crottin. On n'arrête pas le progrès. C'est l'aérodrome qui a commencé à bouleverser la faune et la flore marine. Les vieux ont senti venir le massacre. Un coup de klaxon rageur m'arrache des nues. Je me suis laissé distancer par la voiture qui me précède. Il est des fautes difficilement pardonnables. La circulation lambine. Les naufragés du passé s'en trouvent bien. C'est également la transformation du monde du travail avec la disparition des petits métiers et le délitement des identités des classes sociales. On n'est plus ouvrier de père en fils. L'emploi n'est plus le seul but à atteindre. Dans l'avenue des Diables Bleus encore, la fonderie Tombarel s'est évanouie. Sur les lieux,
on vend des ascenseurs. En face du numéro 9, les frères soudeurs ont gardé leur atelier. J'ai connu l'époque où un menuisier ébéniste y était installé. Quand j'étais enfant, des femmes reprisaient des filets au soleil. Leur visage était tanné, leurs mains crevassées. Aujourd'hui, on remplace les filets déchirés par des neufs. Cela revient moins cher. Les femmes sont absentes. Nice s'ouvre au monde et parle définitivement toutes les langues. Durant ces années-là, le développement du tourisme sur la Côte d'Azur, s'il permet de relancer l'économie et la région, ça perturbe tout de même profondément l'identité culturelle de Nice. La mer n'est plus l'apanage de la pêche et des pêcheurs. Des sublimes caracoles, toute pudeur tue. Elles descendent sur la plage, en remontent, bronzées, encore mouillées, elles sautillent, bavardent, rient sous cape. Les quartiers niçois, qui se singularisaient jusqu'à présent par les métiers qu'ils regroupaient, là on reprend les propos de Stéphane Fabre, chaque quartier de Nice, jusqu'à présent, recueillait ses immigrés en fonction de leur catégorie socio-professionnelle. La promenade des Anglais, c'était le quartier hôtelier. Guéraud, c'était l'agricole. Toute l'avenue de la Gare, le futur Jean Médecin, c'était tous les métiers du central. Et la vieille ville et le port, c'était les quartiers ouvriers. Avec cette nouvelle, ces années d'après-guerre, les quartiers vont désormais exprimer le niveau social des occupants. La promenade est riche, le Vieux-Nice, Riquier, Saint-Roch, les travailleurs, les pauvres, etc. Avant, évidemment, la construction des cités HLM. Et les mondes ne se côtoient plus. Alors, plus encore, pour parler de l'histoire, l'originalité du traitement de l'histoire dans les romans de Louis Mussérat vient de la révélation qu'il fait des non-dits et des oublis de l'histoire. Ce qui frappe, c'est ce paradoxe d'avoir à la fois l'impression d'être devant un émiettement de petites histoires de la vie quotidienne et le sentiment d'être mis en présence sans cesse de la grande histoire. Les romans de Louis Mussérat sont de grands moments d'humanité, en fait. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé en d'autres époques par des étapes qu'il ne faut pas taire, mais au contraire qu'il faut valoriser et parfois révéler. Et pour Louis Mussérat, l'histoire ne s'écrit pas seulement à partir des batailles, des défaites, des victoires. On va prendre un exemple. Tout le monde a lu évidemment dans les manuels, les livres d'histoire, le récit de la Libération en 1944, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Et nous serions tentés de nous demander comment il est possible d'apporter davantage à ce récit alors que tant a déjà été écrit. Eh bien, Louis Mussérat va essayer de dire le non-dit. Il va essayer de parler des absents et des oublis des manuels. Raconter des petits faits qui jusque-là n'ont pas forcément intéressé les spécialistes, mais qui participent aussi et autant de l'histoire. L'histoire dans l'œuvre de Mussérat n'est jamais ornementale. Il se donne pour mission de restaurer un oubli. Écrire, c'est rencontrer la mort qui habite ce lieu, la manifester par une représentation des relations du présent avec son autre et la combattre. Dans nos trois romans, des oubliés sont ramenés à la lumière. Par exemple, qui se souvient des bombardements alliés sur Nice? Mais le malheur veillait. Le souffle des bombes qui tombaient, arrachant le toit de sa maison, tuant des gens du quartier, des voisins, l'abattant lui, alors qu'il travaillait à la gare Saint-Roch. C'était au mois de mai 1944, le mois de Marie. 284 morts, 100 disparus, des milliers de sans-abri.
les avions alliés qui avaient lâché les bombes survolaient encore Nice. Certes, l'historien pourra dire qu'en d'autres lieux, des bombardements furent bien plus spectaculaires, ont causé davantage de morts, etc. Néanmoins, l'écrivain a voulu redonner vie à ce souvenir douloureux vécu par les Niçois, puisque ce sont évidemment les libérateurs eux-mêmes qui vont ensanglanter dramatiquement le peuple niçois, qu'ils sont sur le point pourtant de contribuer à libérer. Il est également un autre non-dit de l'histoire, d'un lieu que tout le monde connaît bien ici, l'ascenseur de la colline du château. Dans les dépliants touristiques, on a bien du mal à trouver la véritable histoire de la construction de cet ascenseur. En fait, il faut bien le dire, si la construction de cet ascenseur a été possible, c'est parce que les Allemands ont creusé les galeries qui ont enfin permis d'élever cet ascenseur lors de l'après-guerre. Les Niçois attendaient depuis des années la construction de cet ascenseur, mais on partait du puits qui ne donnait pas satisfaction, on n'arrivait pas à installer cet ascenseur, et il sera enfin possible, hélas, je ne sais pas comment il faut dire, mais grâce aux galeries creusées par les Allemands, puisque c'est là qu'ils entreposaient leurs canons, leurs armes, etc. Ils ont construit les galeries qui ont permis ensuite l'ascenseur qu'on utilise tous. De même, à propos de cette Seconde Guerre mondiale et de la libération, on a l'habitude de ne retenir que certains faits. Les plus horribles commis par l'occupant et les plus glorieux commis par la résistance. Mais on tait souvent les erreurs ou les excès commis du bon côté, notamment cette épuration aveugle des premières heures de la libération. Et la libération, chez Louis Nucera, dans ses romans, est envisagée sous un angle beaucoup plus contrasté. Dans Avenue des Diables Bleus, certes, l'écrivain rend un hommage émouvant à Séraphin Thorin et Ange Grassi, arrêtés sur dénonciation, amenés à Nice, pendus par les Allemands au réverbère de l'avenue de la Victoire, l'actuelle avenue Jean Médecin. Dans Avenue des Diables Bleus, je suis repassée par les arcades des pendus. L'après-midi du crime, comme d'habitude, je travaillais à la banque. Les Allemands les exposèrent longtemps. Je les ai dévisagés. Je voulais ne pas oublier. J'ai réussi. Grassi se prénommait Ange, Thorin, Séraphin. Mais pour Louis Nucera, il va aller plus loin dans cette analyse de la libération et il va parler aussi de ces femmes tondues par les résistants. Cette punition a particulièrement ému Louis Nucera, qui y fait référence à 2 reprises dans des termes quasi semblables. Tout d'abord dans Avenue des Diables Bleus. Il avait aussi assisté à quelques abominations. C'est du silence têtu d'une des femmes au crâne rasé, de ses yeux immenses sous la haine flambée dont il devait le plus se souvenir. Il tenta de la consoler. D'un regard, elle le repoussa. Nous retrouvons la même scène, simplement mentionnée en passant, mais toujours aussi traumatisante, dans le kiosque à musique. La vue des tondus, le contact avec la veulerie, la bassesse. Il parle également d'un voisin. Tu crois qu'il adorait Hitler, Mussolini? C'est sur son crâne qu'on a frappé, à coups de crosse, au lendemain de la libération. J'ai vu sa cervelle gicler. Il était inoffensif. Enfin, terminons par l'anecdote tragique de cet enfant battu parce que son père est sur le front russe, du côté des nazis contre les soviétiques. Des excités entreprirent de donner une rude leçon à un garçonnet. On le malmenait. Son crime? Son père, un manœuvre, combattait sur le front de l'Est contre les soviétiques. On le tenait agenouillé. « Dis-nous que ton paternel est une ordure !» Le gosse en larmes refusait. Coups et crachats pleuvaient.
Nous le voyons, cette version de la libération, façon Louis Nucera, on perçoit un certain pessimisme historique. Mais pour l'écrivain, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-dessus de la liberté, il y a aussi l'obligation de dire la vérité. Et dire la vérité, c'est envisager aussi tous les aspects de cette libération. Il en est de même, et on en a déjà parlé un petit peu au début, quand Louis Nucera remonte à la surface l'histoire, les péripéties de ces prisonniers déportés français, alors certes, peu nombreux, qui dans les derniers temps de la guerre, libérés ou évadés des mains des nazis, vont se porter par facilité géographique ou par conviction politique au devant des troupes soviétiques et qui vont être pris pour des ennemis, des espions. Certains vont être tués, d'autres vont être envoyés au goulag pour de longues années. Alors, plus dur ou aussi dur, lorsqu'ils vont en revenir de ce goulag, il en est ainsi de Aldo, le père de Mireille, enfin le père de Suzanne, revenu des camps. Alors, Aldo, d'abord les camps, puis le goulag, et il revient du goulag, et lorsqu'il veut justement expliquer ce qu'il a vécu, eh bien, il est violemment rejeté par ses camarades. Voilà ce qu'on nous livre dans le kiosque à musique. Mais on voulait qu'il ne parle que de Dora. Dès qu'il enchaînait pour décrire les camps de Staline, on l'incitait à se taire. Il est préférable pour toi de ne pas remuer la merde. L'URSS, jamais rien n'avait existé de plus parfait sur Terre. Il fallait être payé par les ennemis de la classe ouvrière, les suppôts du capital, les fascistes, jargonnait-il, pour affirmer le contraire. Il insista, on alla jusqu'à le menacer. Alors, on le voit, Louis Nucera a vraiment un parcours personnel au cœur de l'histoire. Tout d'abord, dans ses jeunes années, il se sentit et se voulut pleinement communiste. Et pour cette jeunesse communiste, l'engagement ne pouvait s'envisager sans une parfaite connaissance de l'histoire, des grands combats révolutionnaires, des grandes luttes sociales. Les communistes, d'ailleurs, entretenaient avec l'histoire un rapport privilégié. Elle faisait intégralement partie de la parfaite formation du militant. Ça, c'est le premier aspect, si vous voulez, de son parcours au sein de l'histoire, comme historien. Ensuite, dans son parcours d'historien, il faut évidemment évoquer la carrière de Louis Nucera comme journaliste au Patriote de Nice et du Sud-Ouest. Alors, je fais exprès quand même de le signaler. C'était le quotidien du Front National, mais évidemment à ne pas confondre. Fondé, donc le Front National, fondé par le Parti communiste en 1941, dans le but d'élargir la résistance à toutes les couches sociales et patriotiques de la nation. Alors, le Patriote, fondé en 1942 dans la clandestinité, et paraissant au grand jour comme quotidien à la Libération, avec Virgile Barrel, député communiste de Nice, comme directeur. Louis Nucera y rentre comme simple pigiste en 1954, et il devient un de ces journalistes professionnels en 1959, s'y procurant ses meilleures rencontres de personnalité, d'exclusivité, alors que la concurrence est déjà rude avec Nice Matin. Il ne quittera le Patriote qu'en 1964 pour monter à Paris, comme on dit, et évidemment, Louis Nucera apprendra beaucoup de ces années journalistiques riches en rencontres. Et il affinera sa connaissance de l'histoire dans toutes les recherches qu'il fait pour justement écrire ses papiers. Dans ces deux rubriques, Pris sur le vif et La soupe au pistou, il ne méprise pas les faits divers, bien au contraire, il les traite avec la même verve qu'il aurait utilisée pour de grands événements, et il en extrait de vraies leçons humaines. Et c'est ainsi qu'il approfondit son goût pour la recherche.
nous l'imaginons, parce que nous retrouvons des échos dans la trilogie, hein, il mène de véritables enquêtes avant d'écrire ses papiers, ses articles dans Le Patriote. Il mène des enquêtes sur l'histoire des pêcheurs à Nice, sur l'histoire des maraîchers, sur l'histoire des dockers. Il peaufine son style, évidemment. Hein. Henri Carletti, qui est ici, je le sais, je l'en remercie, son collègue au Patriote, hein, nous a dit à quel point c'était un gros travailleur et un immense chercheur qui se renseignait, qui travaillait tous ses reportages et ses papiers et qui, de fait, développait une immense culture et d'immenses connaissances historiques. Alors, peut-être plus encore, pour approfondir hein, ce côté de Louis Nucera, véritable historien de la ville de Nice, il faut remarquer qu'il développe dans ses 3 romans une véritable méthode d'historien. Alors je sais que dans la salle il y a plusieurs historiens et historiennes. En ce début de XXe siècle, c'est le moment où, en lutte contre l'histoire classique des méthodiques, héritée de Seniobos, Lavis, etc., les marxistes vont devoir compter avec une nouvelle école historique, particulièrement productive à l'époque, l'école dite des Annales. Dite des Annales, pourquoi? Parce que c'était le nom de la revue, les Annales d'histoire économique et sociale, fondée en 1929 par Lucien Febvre et Marc Bloch. Alors, rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que Louis Nucera a directement subi l'influence de l'école des Annales. Mais pourtant, il va appliquer dans son travail d'écrivain historien hein, bien des conceptions développées par cette école historique. À la différence de l'école classique, qui fait l'histoire à partir de celle des grands événements, des grands hommes, des faits politiques, diplomatiques, militaires, les Annales, l'école des Annales, entend fonder l'histoire en étudiant la société à partir de l'étude de petits faits, à partir des actes de la vie quotidienne du peuple. Une histoire qui se veut donc totale, mais qui ne se limite pas seulement aux décideurs, aux grandes batailles, aux grandes victoires, etc. Et l'apport de l'école des Annales féconde incontestablement toute la pensée des années où justement s'élabore la démarche créatrice d'écrivain de Louis Nucera. Donc on a du mal à penser au hasard dans cette méthode. Enfin, j'ai eu le privilège de pouvoir, toujours pour cette méthode hein, d'historien, j'ai eu le privilège de pouvoir travailler au domicile de l'écrivain. J'ai été accueillie par Suzanne qui m'a laissé déambuler longuement dans l'appartement bibliothèque de la rue Smollett. Et évidemment, j'ai pu fouiller dans cette bibliothèque et j'y ai trouvé un nombre considérable d'ouvrages historiques. Non seulement je les ai trouvés, mais j'ai vu que tous les ouvrages historiques étaient lus et entièrement annotés. Et même, je n'en prends qu'un par exemple, hein, l'incontournable histoire du pays niçois de René Liottot, il est entièrement, cet ouvrage est entièrement souligné et annoté. Et à chaque page quasiment de cet ouvrage historique, il y a une petite note, un renvoi à un roman, et j'ai retrouvé, en regardant ces petites notes, je les ai retrouvées intégrées dans les romans de la trilogie. Un seul exemple, et un exemple justement intéressant, dans l'histoire du pays niçois, Liottot parle de l'arrivée de la guillotine à Nice. Fin janvier 1794, la guillotine fut enfin montée sur la place Égalité, où elle resta sans emploi jusqu'au 23 novembre suivant. Vous
Voilà l'indication de l'historien. Qu'en fait notre écrivain historien dans Avenue des Diables Bleus? Mon grand-oncle disait qu'il aurait fallu célébrer par un nom de rue les ouvriers de Nice, qui refusèrent pendant des mois de construire l'échafaud nécessaire à l'installation de la machine à décapiter. Les membres du comité de salut public les menaçaient. Ils tenaient bon. C'était en 1793. Mon grand-oncle ne fut jamais conseiller municipal. Ceux qui le furent n'y ont sans doute jamais pensé. Il est vrai que les ouvriers finirent par céder. Le couperet s'abattit. Sous la plume de Louis Nucera, on le voit, la petite note historique relevée dans l'ouvrage historique devient un récit vivant, haletant, et toujours l'occasion de célébrer les humbles, les gens du peuple, les ouvriers, qui tentent toujours de résister à la folie des décideurs de l'histoire. Louis Nucera situe toujours l'histoire de ce côté-là. Si encore, de l'ombre et du silence sortaient des personnalités comme les grandes familles en ont, de gros bonnets introduits dans l'histoire, de ceux qui donnent leur nom à des rues, des exemples pour le peuple. Hélas, à explorer mes vieilles années, je ne croise que de toutes petites gens, des êtres poussières à peine naissants. Mes idoles sont un ras de terre. Alors, enfin, il nous faut parler de la grande déception, du grand déchirement de l'écrivain concernant justement le communisme, lors de la révélation des crimes staliniens. Le destin d'un homme, c'est l'incessante agonie de ses illusions, écrira-t-il dans Le Greffier. À l'époque, on l'a dit, dans le quartier Saint-Roch où vit Louis Nucera, dans sa famille, on vote communiste, on parle, on vit politique et histoire. C'est dans cette véritable macération que va se construire la passion pour l'histoire du jeune Nucera, on l'a vu. L'immigration italienne, et particulièrement à Nice, de par sa localisation géographique, de par son travail, s'est identifiée au sort de la classe ouvrière française et donc pour beaucoup au Parti communiste. Ainsi, en 1936, dans la 3e circonscription, cette Nice du peuple, le communiste Virgile Barrel est élu député du Front populaire. Dans mes ports d'attache. Dans notre quartier, cette fidélité n'avait rien de singulier. On y était rouge, la tradition le voulait. Les accordéons du Front populaire avaient bercé mon enfance. Les paroles d'évangile étaient prononcées par notre élu, Virgile Barrel. C'est un saint, disait-on. L'extase dans la voix et dans l'œil. Lorsque Louis Nucera évoque dans la trilogie la lecture de la presse, il ne s'y trompe pas. Il cite comme quotidien familial le Petit Niçois, qui était, avant la Seconde Guerre mondiale, l'hebdomadaire de gauche du département. La mère de Franck et la mienne lisaient le Petit Niçois. Le nom du journal était écrit en lettres rouges. Il avait pris parti pour le Front populaire, comme il allait prendre parti pour les républicains espagnols. Pour l'heure, le Petit Niçois était notre Bible, écrit-il dans la nuit. Mais voilà, arrivé au terme de cet exposé, il faut bien admettre que si l'histoire est au cœur de cette trilogie, il y est surtout question du déchirement personnel, de la perte des illusions évoquées à demi-mot dans Avenue des Diables Bleus, un peu plus présent dans Le Chemin de la Lanterne et qui devient central dans Le Kiosque à musique. Ces 3 romans révèlent l'histoire de l'évolution de Louis Nucera à propos du communisme et le rejet du communisme qui va devenir chez Louis Nucera une affaire personnelle, car c'est vraiment au plus profond de lui-même qu'il va ressentir cette trahison. Une fois qu'il a appris
tout ce que l'histoire communiste taisait, il va se considérer comme trompé, comme trahi, et surtout il va considérer que tout le petit peuple a été trahi. C'était en 1948, la France bouillonnait. Il y avait ceux qui souhaitaient rééditer le coup de Prague et ses lendemains chantants, et ceux qui n'en voulaient pas. Sans doute était-il au courant. Dans son journal intime, que j'ai eu l'heure et la chance de consulter, il écrit, il revient sur les origines de son détachement. J'ai été un obscur journaliste communiste qui n'a jamais mis les pieds en URSS. J'ai cru ce que me disaient les Aragons qui voyageaient dans les pays de l'Est aussi facilement que j'allais de Nice à Monte-Carlo à bicyclette. J'ai cru que la phrase de Rosa Luxembourg, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement, pouvait devenir la devise du communisme. Oui, je l'ai cru. J'ai voulu savoir. J'ai lu. J'ai aboli l'admiration fervente. Louis Nucera fait toujours la différence entre les militants de base, qu'il juge bons, sincères, et dont il parle toujours avec une grande émotion, et les dirigeants qu'il va condamner, toujours. Mes proches, les militants de base, sans malice ni détour, m'accuseraient-ils de traîtrise si j'attaquais le communisme officiel, se demande-t-il dans Le Greffier. Jusqu'à la fin de sa vie, il va défendre ses camarades. Et c'est à eux et à eux seuls qu'il rendra hommage. Le plus terrible, écrit-il dans son journal intime, le plus terrible, c'est que les humbles qui vont vers le communisme, dont les pays où le parti ne règne pas, sont les meilleurs des hommes, le sel de la terre. En revanche, évidemment, il ne pardonnera jamais aux dirigeants, ni à Virginie Barrel, ni aux autres, ni à Aragon, auquel il décoche cette flèche terrible, cet autre qui célébrait la police politique de l'Union soviétique et que l'on récompensera à sa mort en donnant son nom à une station de métro. Avait-on vu une place ou une rue portant le nom d'un laudateur de la Gestapo? Pour Louis Nucera, les dirigeants savaient, et ils l'ont trompé, lui et bien d'autres. Et ils lui ont volé ses rêves, ses espoirs, ses illusions. À partir du moment où il va se sentir floué, son détachement avec le communisme va devenir un long et douloureux cheminement. Il avait pour habitude toujours de se forger sa vision des faits et de l'histoire, et il va lui devenir insupportable qu'on lui impose une idéologie pétrie de tant de certitudes, en fait. Et pour lui, l'homme doit apprendre à douter. Le crime suprême, penser. Se taire et faire taire, la règle. Un individu se doit de penser par lui-même. Plus encore, ça va être la vision de masse qui va lui devenir insupportable. Pour Louis Nucera, l'idée du collectif pensant, agissant, va apparaître comme une aberration. Pour lui, ne compte que la responsabilité individuelle. De la foule germent çà et là des élans de qualité, mais aussi des choses terribles. Tout dépend des gourous qui chauffent les multitudes. Donc méfiance. En mai 68, il avait senti s'aiguiser le couperet de la guillotine, écrit-il dans Il s'aimait. Il va donc s'attacher à mettre en évidence cette contradiction entre le discours et la doctrine et les actes qui suivent. Il cite une anecdote, alors je pense qu'il s'agit là encore d'Aragon et d'Elsa, mais il ne les cite pas dans les ports d'attache. Mai 74. Suzanne et moi, nous dînons à Paris chez un ami rue de Verneuil. Parmi les convives, un couple richissime, émerveillé par un séjour en Union soviétique. 2 jours en Erevan, 4 à Moscou.
Ces deux mousquetaires de Saint-Germain-des-Prés savent tout sur le paradis des travailleurs. Bien-être, liberté. J'évoque l'affaire Solzhenitsyn. Leur réplique: antisémite, agent de la CIA, pro-hitlérien. Ma femme et moi quittons la table avant la fin du repas. Il raconte, et cette anecdote est quand même savoureuse, il raconte pour lui le comble. Il est donc journaliste, et un journaliste de l'Humanité a raconté la même anecdote. Il s'agit d'un match Yougoslavie-France. Le comble du grotesque fut peut-être atteint lors du match de football Yougoslavie-France. Tito n'était plus en odeur de sainteté dans le clergé communiste. De la maison des dieux rouges, l'ordre fusa. La partie serait décrite sans qu'apparaissent les vocables Yougoslavie et Yougoslave. Inutile de discuter, on obtempéra. Les lecteurs purent alors lire un compte-rendu où les mots adversaires, vis-à-vis, opposants, rivaux, antagonistes se succédaient. Les dictionnaires des synonymes sont, en diverses occurrences, indispensables. Pas une fois, le mot Yougoslavie. Louis Ducérat reviendra longuement également sur les lectures interdites et les écrivains considérés comme persona non grata. Nous avons pu également retrouver dans la bibliothèque de Louis Ducérat de nombreux ouvrages. Victor Serge, Mémoire d'un révolutionnaire, Arthur Kessler, Le zéro et l'infini, Solzhenitsyn, L'archipel du Goulag et bien d'autres. Il écrira: on ne se défait pas aisément des croyances de la jeunesse, des livres niais d'air. Combien en ai-je lu? Des dizaines et des dizaines. Ces lectures lui ont ouvert les yeux. Leur découverte a eu d'autant plus de piment d'ailleurs qu'elles étaient interdites. Et son travail au Patriote lui a également permis de lui ouvrir les yeux, puisqu'il a fait des rencontres qui ont énormément compté sur l'évolution de sa pensée politique. D'abord, Joseph Kessel, on en a parlé au début, Jeff, sorte de père de substitution qui va ouvrir vraiment les yeux à Louis Ducérat sur la critique intellectuelle, qui va l'amener à aller plus loin dans la critique. Il y a ensuite une figure très importante, celle de l'anarchiste Georges Brassens, rencontré à l'occasion d'une interview lors d'un tour de chant à Nice, et il est envoyé interviewer Georges Brassens pour le Patriote, et il écrit: je l'écoutais, et son énumération résonnait comme un poème. L'anarchie est une morale chez moi, une façon d'être, expliquait-il. Quand il s'est agi d'avoir des opinions, il m'a semblé que j'étais plus près de Bakounine, de Proudhon. Ils m'ont semblé anti-étatistes, ce qui me convenait assez. Ils n'étaient ni partisans de l'armée, ni de l'exploitation de l'homme. Ils étaient partisans d'une certaine indépendance de l'individu en face de la société. J'ai adopté ces idées parce qu'elles me paraissaient meilleures. Et Louis Ducérat en conclut: les paroles de Brassens, à mon insu, creusaient leur sillon. Il fut si profond que jour après jour, je m'y coulais. Alors, ce serait une erreur que de penser que la critique ne se limite qu'à l'idéologie du seul communisme. Ça, vraiment, c'est toute une conception de l'engagement, de la lutte politique que l'écrivain va remettre en cause. Il ne va plus croire au mouvement populaire de l'histoire célébré par l'école républicaine. Pour lui, l'histoire, la condamnation, si vous voulez, du communisme va s'étendre à la condamnation de toute idée révolutionnaire. Alors, il faut bien conclure. Nous venons de le voir, la trilogie nucérienne est au confluent de l'histoire. Louis Ducérat s'est trouvé placé par le destin au cœur de ce cratère bouillonnant. Mais le siècle de Louis Ducérat, c'est aussi celui d'un choc, de l'effondrement des idéologies. Lorsqu'il prend conscience d'être trompé, sa vengeance va être à la hauteur de sa déception.
et il n'aura alors de cesse, pour éviter aux autres la même déconvenue, de dénoncer le mensonge. Louis Nucera a également voulu écrire le livre d'histoire des oubliés, l'histoire du petit peuple, ballotté par une histoire décidée par les autres et dont il est la victime. Si cette histoire est privée de sens, eh bien l'ambition de l'écrivain, ça va être justement de révéler sa signification. L'histoire a voulu broyer les hommes et leurs rêves, et la littérature s'est consacrée à les restituer. Louis Nucera n'oublia jamais son devoir de mémoire. Et il ne faudrait pas pour autant y voir une nostalgie ou un pessimisme. Louis Nucera aime trop la vie pour cela. Le pessimisme dont il fait preuve est un pessimisme, comme il aimait le dire, un pessimisme hilar. Pour Louis Nucera, il s'agit de collectionner des petits moments de joie. Et c'est ces petits moments de joie, en famille essentiellement, avec des amis, avec sa femme qu'il aimait, qui vont permettre d'approcher une certaine idée du bonheur. Des êtres vivent, ils ont des moments de joie, ils peinent et meurent, il ne faut jamais perdre cela de vue. S'intéresseront-on au mouvement des idées, aux généralités, aux grands chapitres de l'histoire, écrit-il. Le grand principe également, c'est dans l'effort, dans le goût du travail, et ça ce n'est pas Suzanne qui me démentira, hein. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait un grand sens du travail, et il aimait louer également ce sens du travail, qui se transmet de génération en génération. Lorsqu'il parle de la grand-mère, elle épluche des pommes de terre bouillantes. Ses mains sont insensibles à la chaleur. Bientôt la farine est prête et creusée en son milieu pour recevoir un œuf et les pommes de terre écrasées. Notre époque, menacée de ne pas avoir d'avenir, survivra-t-elle parce que dans d'autres maisons, d'autres femmes font des gestes semblables? Chez Nucera, le travail est noble, quelle qu'en soit la nature. Et nous ne sommes pas loin ici de la philosophie de Voltaire dans Candide. Je sais aussi, dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis pour qu'il y travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin, c'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Alors, si l'histoire n'est pas porteuse d'espoir, l'écriture, l'œuvre de Louis Nucera est l'œuvre, comme il le répétait, d'un pessimiste hilar. Ce pessimisme devient une ligne de conduite, une certaine philosophie de la vie. L'homme a besoin d'être lucide quant à son devenir pour continuer à exister et à avancer. Et contrairement aux critiques qui ont pu reprocher à l'écrivain son réalisme, le narrateur, l'écrivain répond que la réalité n'est jamais laide, elle est histoire. Et chaque homme, à son niveau, devient héros, s'érige en véritable symbole, et peu importe, nous dit Louis Nucera, à quel degré sur la pyramide humaine, puisque si une pierre est retirée, toute la pyramide s'effondre. Et pour ne pas que cette pyramide s'effondre, eh bien, il nous reste, comme ce soir, un peu de littérature et le bonheur qu'elle nous procure, quelques heures, et laissons la parole pour finir à l'écrivain. C'est là, avec l'aiguillon permanent des éternelles interrogations sur l'être, la vie, la mort, qu'intervient l'écriture. Il y a contentieux entre celui qui écrit et l'existence. L'harmonie laisse à désirer. Ça ne va pas fort. Il y a friction. Alors, renonçant à rendre conciliable ce qui ne l'est pas, on emprunte feuille blanche et stylo. C'est une façon de se donner voix
au chapitre. Voilà. Avant de vous écouter pour quelques questions, je voudrais quand même rajouter quelques mots à Suzanne. Suzanne qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Hein. Suzanne, la muse de Louis, comme il se plaisait à la nommer. C'est pas facile d'être la femme d'un écrivain. Pas facile d'accepter de passer après la feuille, la plume, de passer après les honneurs. Et pourtant, Suzanne détient un trésor de souvenirs littéraires. Ma rencontre avec cet écrivain, hein, je la dois avant tout à ma rencontre avec Suzanne. Écouter Suzanne, c'est entendre la plus belle des histoires d'amour, d'abord. C'est visiter une Nice insolite. C'est apprendre l'histoire de l'immigration. C'est entendre l'histoire de ce petit peuple qui se battait également. Suzanne sait mieux que quiconque alimenter la passion chez ses auditeurs, et c'est une grande passionnée. Sans Suzanne, sans ton aide précieuse, je n'aurais jamais pu travailler sur Louis Nucera. Et tu m'as transmis le flambeau, Suzanne. Je t'ai fait la promesse de continuer, et donc je suis là ce soir, et je te remercie infiniment. Et là, tout le monde dort et plus personne n'a de questions. Ah, ça va. Je suis devenue une vieille dame. Tu as le micro. Toujours. Je suis obligé de rester avec à l'admiration devant ce texte que j'ai tellement. Merci. Merci. Alain. Merci à vous. Ah oui, pardon. Merci à toi. Alors merci Fabienne pour ton axe d'étude très intéressant. C'est vrai que Nice a Louis Nucera comme la Provence a Jean Giono ou Henri Bosco, et il fallait un grand écrivain à Nice. Et Nice l'a trouvé en Louis Nucera. Et c'est intéressant à chaque fois d'analyser en fait comment les écrivains s'emparent de l'histoire. Et ils s'emparent jamais de l'histoire en historien, sinon le livre est raté. Comme un historien ne fait pas de la littérature, mais quand un historien écrit bien, le livre est réussi. Notamment Michel Perrault écrit divinement bien parce qu'elle sait narrer l'histoire. Et un écrivain, quand il parle d'histoire, il s'attaque toujours avec soit des personnages, et c'est ce que fait Louis Nucera et tu l'as bien montré, soit avec des situations. Alors j'aimerais revenir sur plusieurs points que tu as abordés. Tout d'abord, la figure de l'immigré italien. Effectivement, en fait, les Italiens constituent dans la France de l'entre-deux-guerres, entre les années 20 et les années 40, la première population de nationalité étrangère en France. Et l'image de l'italien, comme le développe Nucera dans ses livres, c'est-à-dire Mussolini, Macaroni, c'est vraiment une image ambivalente en fait de l'immigré, puisque les observateurs de l'époque, que ce soit la presse, les journalistes, les médias, on a le Janus, on a la figure janusienne de l'immigré italien, donc on a à la fois l'italien qui s'adapte avec une parenté ethnique, culturelle, et on a également l'autre côté repoussoir, et notamment ce côté repoussoir de l'image de l'italien, il est véhiculé par l'extrême droite et par la presse de l'extrême droite. Et c'est ce que tu as expliqué, puisque
l'extrême droite se méfie de ces réfugiés politiques italiens qui peuvent être révolutionnaires. Mais il y a aussi une image ambivalente de l'immigré italien qui est traité par la gauche, par les partis politiques à gauche, parce que s'ils se disent solidaires des ouvriers italiens exploités par le patronat qui viennent en France, ils s'en méfient aussi puisque ces ouvriers italiens, c'est de la concurrence pour la main-d'œuvre et la main-d'œuvre française. Donc on a vraiment à chaque fois cette image ambivalente, cette ambivalence effectivement de la figure de l'immigré. Et ça a été très bien étudié par un historien niçois qui s'appelle Ralph Shore, qui a travaillé sur l'immigration italienne dans les Alpes-Maritimes, notamment à travers la presse, mais pas seulement, et notamment par un grand historien qui a travaillé sur le peuple et comment en fait la question de l'immigration est liée à la question nationale, à la question de l'identité, qui a fait une magnifique histoire, alors désolé, ça va être plutôt le côté historien, qui a fait une magnifique histoire du populaire du peuple en France, qui s'appelle Gérard Noiriel, et qui a étudié un fait qui est très peu connu, c'est le massacre des Italiens, le massacre des ouvriers italiens qui a lieu dans les années 1898, si ma mémoire est bonne, à Aigues-Mortes, dans les salines d'Aigues-Mortes. Voilà, comment en fait des crève-la-dalle français s'en prennent à des crève-la-dalle italiens qui viennent en fait travailler dans les marais salants d'Aigues-Mortes et comment le pouvoir, comment l'État a couvert ce massacre des immigrés italiens. Et d'autre part, à Nice, les Italiens, il ne faut pas oublier, tu l'as bien montré à travers plusieurs passages de l'œuvre de Louis Musserra, ils sont finalement aussi moins bien acceptés parce qu'on se méfie dans le comté de Nice de l'irrédentisme fasciste et mussolinien qu'ils incarnent. Donc c'était vraiment très intéressant. Et tu as évoqué également un autre aspect que Louis Musserra a traité dans son livre, notamment Les Diables Bleus, c'est ça, que je ne connaissais pas du tout. Les non-dits au moment de la libération et notamment au moment de l'épuration, puisque effectivement, c'est un sujet qui a été peu investigué, longtemps tabou par les historiens, la forme d'épuration sauvage qui a eu lieu après la libération, et notamment la tonte des femmes en place publique, et je ne savais pas du tout que Louis Musserra l'avait évoqué dans ses romans. Ça concerne à peu près 20 000 femmes en France. Il y a un historien qui s'appelle François Virgili qui a véritablement étudié l'épuration des femmes en France et qui a montré comment ces femmes qui étaient exhibées en public, parfois dénudées, violentées, tapées, c'était également un moyen pour les hommes, et ça je pense que Louis Musserra l'a pressenti dans son roman, de se racheter une virilité en fait, et de faire subir aux femmes un châtiment sexué, parce que durant la France occupée, la majorité des Français ils n'étaient pas résistants au départ. Donc c'était vraiment intéressant. C'est intéressant que l'écrivain ait eu cette intuition-là et s'en empare dans son roman. Merci beaucoup, Julie, pour cet éclairage historique, une véritable historienne. Moi, tant que j'y suis, puisque j'ai le micro, je ne vais pas le rendre tout de suite, il y a quelque chose qui m'a plu dans ton une seule chose, Alain, t'es vexant? Une à la fois. C'est le travail. C'est la somme de travail qui dit pas son nom, parce que quand on lit ces bouquins, j'en ai lu que 2, mais je les ai lus quand même, ça coule. On les lit sans effort. Alors que Musserra, lui, des efforts, il en a fait. Et ça me rappelle d'ailleurs, puisqu'il était coupé avec Brassens, une parole de Brassens, le don sans le travail, ça n'est jamais qu'une salmanie. Il disait ça à propos d'une dame de petite vertu, ça c'est peut-être pas tout à fait en adéquation avec Louis, dans la moralité est à toute épreuve, enfin voilà. Dans tout écrivain, il y a, valable, il y a qui n'est pas un piscopie, il y a un formidable travail et beaucoup de gâchis. Parce que je pense que les papiers qui n'ont pas été publiés sont probablement plus importants que ceux qui l'ont été. Disons qu'il y a un texte qui est vraiment d'une richesse incroyable,
qui n'a été que les annexes de ma thèse, c'est le journal intime en fait de Louis Serra. Et vraiment ce journal, il a une valeur historique indéniable, puisque c'est vraiment dans le journal intime qu'il explique toute sa déception du communisme, et il explique vraiment depuis son engagement, aux stages qu'on les incitait à faire, aux stages de militants où c'était vraiment les lectures obligatoires, etc. Et c'est vraiment dans le journal intime que j'ai découvert un jour en ouvrant un tiroir où Suzanne me dit oh ben ça je ne sais pas si ça peut être vraiment utile, et où j'ai mis le nez dans ce document qui est un document incroyable parce qu'en fait on vit vraiment de l'intérieur tout ce qu'un enfant communiste, parce qu'il est né dans le communisme, comment il a pu petit à petit comprendre les horreurs, comprendre toutes ces révélations et finir par renoncer à cette idéologie. Et vraiment, je pense que c'est le seul texte qui n'a pas été véritablement publié, c'est le journal intime, et c'est vrai que ce serait d'une grande richesse de le faire. S'il y a des éditeurs, nous l'avons été éditeurs, fait un temps aux Amis de la Liberté, mais ça fait une douzaine d'années que nous avons abandonné. C'est d'une valeur... Alors, voilà, pour te faire mentir, voilà. Il y a un autre aspect de ton exposé qui m'a plu, c'est les relations avec la famille et avec la nourriture, et avec l'immigration. Moi-même, je suis fils d'un immigré, et à Menton, il y avait la sœur, les nièces, enfin les sœurs, les nièces, etc. de mon père, ses neveux, mes cousins. On était contents de se retrouver ensemble aux grandes fêtes, hein, et de se retrouver autour de plats. Alors, ils ne venaient pas de très loin, ils venaient de la partie du comté de Nice qui est devenue italienne en 1860. Donc, effectivement, le ravioli, les gnocchi, dont tu donnes la recette tout à l'heure, ça avait énormément de place. Et c'était vraiment, vraiment un moyen de nous retrouver entre nous et de prouver que nous étions quelque chose, parce que nous étions nombreux, nous étions unis et que nous nous aimions, parce que ça aussi, ça apparaît à travers son œuvre, l'affection. Hein, et d'ailleurs, dans Avenue des Diables Bleus, c'est important ce que tu dis, Alain, parce que dans Avenue des Diables Bleus, justement, lorsque le narrateur est chez la grand-mère et qu'il cherche à obtenir les confidences de cette grand-mère sur la vie de la famille, sur la vie de Nice, etc., c'est toujours autour d'un repas, toujours. La confidence, la confidence se fait sur la table quand la grand-mère prépare, etc. C'est là que la grand-mère parle, en fait. C'est la personne tutélaire. Hein. Chez moi, c'était pareil, c'était la sœur aînée de mon père. Hein. Et d'ailleurs, un jour, elle a eu un problème de santé. Le docteur est venu à la maison, toute la famille, t'imagines un peu l'effervescence, les nièces, les neveux, tout le monde était là. Et quand le docteur a fini de sculpter, il nous a dit, et c'était pas une moquerie, ça va, elle va bien, elle vous fera encore longtemps des raviolis. Hein. Mais il savait de quoi il parlait, parce que... Bon, est-ce qu'il y a d'autres? Bon. Eh bien, nous allons conclure. Hein. Pour dire, enfin, c'est ce côté immigré italien qui m'a le plus plu, et davantage plu chez Lucera, parce que j'ai retrouvé des parties de moi-même. Alors, l'engagement, non pas tellement, parce que moi, je me suis engagé politiquement, socialement, syndicalement, plus tard, au niveau de la fac. Mais pas l'enfance, c'est... Mais pour le reste, effectivement, ce type, il parle de nous, quoi. Bon, si il n'y a plus de questions, nous allons clore la séance. Hein, et je vous remercie d'être venu. Donc vous avez enlevé ça, c'est bon. Je t'ai mis les photos, j'ai pas mis, enfin je l'ai mis dedans la pochette. Okay. Pas du tout. Elle ne... Voilà.